ce webinaire sur qu'est-ce que les états financiers. Welcome to this webinar on financial statement. Donc, mon nom est Andréane Martel. Je suis la directrice du programme Activer le changement. Hi everyone, my name is Andréane Martel. I'm the director of the Spirit Change Program. Est-ce que vous pouvez passer à la prochaine diapo? Donc voilà, l'équipe d'Activer le changement, nous sommes basés donc à différents endroits à travers le Canada. Nous avons des membres de l'équipe qui sont situés dans la ville de Québec, Sherbrooke, Toronto, Edmonton, en plus de travailler en étroite collaboration avec les 8 conseils provinciaux et régionaux. Pour ma part, je suis située à Montréal, sur les territoires non cédés de la nation Kanien'kehá:ka. Donc, Tiohtià:ke, soit Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, donc je tenais à le souligner. Si vous souhaitez, je vous encourage à nommer dans le chat le territoire sur lequel vous vous trouvez. Donc, je crois que nous avons plusieurs personnes qui participent à une activité du programme Activer le changement pour la première fois. Donc, je veux juste mentionner brièvement que Activer le changement, c'est un programme de 5 ans qui est financé par Affaires mondiales Canada. Donc, le programme vise essentiellement à soutenir les petites et moyennes organisations de coopération et de solidarité internationale, notamment à travers des activités de partage de connaissances. On organise de nombreuses opportunités d'apprentissage, des conférences, en plus d'avoir un programme sur l'engagement des jeunes de 18 à 35 ans et sur l'éducation à la citoyenneté mondiale. Donc, est-ce que, Nico, s'il te plaît, tu pourrais changer de diapo? So, a few housekeeping items before I introduce you to the session and to our guest speaker. Quelques items de logistique avant de présenter notre conférencière. Cet atelier sera enregistré et disponible. Donc, seule la partie de la présentation sera partagée publiquement et non la période de questions. Donc, vous pouvez vous sentir à l'aise pour poser vos questions. On souhaite que cet espace soit sécuritaire. Gardez votre micro en sourdine en tout temps, sauf lorsque vous posez des questions. Utilisez la fonction « Lever la main » si vous voulez poser une question, faire un commentaire, et vous pouvez également faire part de vos questionnements, vos commentaires dans la boîte de chat de conversation. Et nous allons vous transmettre les diapositives après la présentation. On vous invite également à allumer votre caméra pour que la présentation soit un peu plus, le webinaire soit un peu plus centré sur les personnes, qu'on puisse se voir. Le thème de la conférence d'aujourd'hui, c'est les états financiers. On est très heureuse de voir que de nombreuses personnes sont parmi nous aujourd'hui, même si on a seulement commencé à faire la promotion il y a une semaine. L'objectif de cette rencontre est de soutenir les petits et moyens organismes dans la production de leurs états financiers et de mieux comprendre le sujet. Donc, avec le programme Activer le changement et le programme FIT, on cherche à se complémenter, à se soutenir. On a Christina qui est avec nous, qui travaille avec FIT. La dernière fois qu'on s'est parlé, puis on se demandait comment on peut mieux soutenir les organismes, Christina et moi avons décidé d'explorer la thématique des états financiers et de vous donner accès à une spécialiste en la matière qui va parler de certaines des erreurs qui sont souvent faites par les petits et les moyens organismes. Donc, vous n'allez pas devenir des experts, des spécialistes en la question, mais avec un peu de chance, on va réussir à démystifier ce que comporte le travail de production d'états financiers. Notre conférencière invitée va parler environ 20 minutes et elle répondra ensuite à vos questions que vous pourrez poser en levant la main ou en écrivant dans la boîte de chat de conversation. Je vais vous présenter Lynn Stienstra. C'est une comptable professionnelle, comptable agréée. Elle travaille à Winnipeg. Avant d'occuper ce poste, elle est sur le conseil d'administration de Creative Manitoba depuis de nombreuses années. Elle a travaillé avec des organismes à but lucratif et sans but lucratif dans le domaine des finances, des ressources humaines, de la gouvernance, de la gestion et de la collecte de fonds. Elle a également travaillé pour des entreprises privées. Et Lynn, merci d'être avec nous aujourd'hui. La parole est à vous.
Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Je voulais ajouter quelques mots à cette présentation pour vous donner une idée de qui je suis comme personne et pourquoi j'étais intéressée à faire cette présentation quand j'ai travaillé à CWR et en tant que membre du conseil d'administration. J'ai eu l'occasion de faire des examens financiers partout à travers le monde. J'ai fait des examens financiers en Éthiopie, en Mozambique, au Pérou, et l'une de mes grandes passions, c'est le renforcement du pouvoir d'agir des femmes à travers l'alphabétisation financière. Donc, il y a un lien pour moi avec le travail que je fais et ce sujet. Les femmes que j'ai rencontrées partout dans le monde, quand j'ai eu la chance de comprendre un peu mieux leurs responsabilités, des femmes qui démarraient des petites entreprises de microcrédit, qui avaient des micro-prêts en Inde, par exemple. Et quand j'ai compris à quel point cet argent leur permettait de renforcer leur pouvoir d'agir, je me suis rendu compte que c'était quelque chose de très important pour moi et j'ai développé un fort intérêt à cet égard. Je suis heureuse de travailler pour le conseil aujourd'hui et voilà, je pense que c'est vraiment une belle occasion de partager cette passion. Je serai heureuse de pouvoir répondre à vos questions. Est-ce qu'on peut passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît? On va regarder le but des états financiers, les principales composantes. On va regarder quelques exemples et ensuite les soumissions pour les projets FIT et certaines des erreurs qu'on observe, qu'on constate souvent. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Désolée, j'ai des petits problèmes techniques. Très bien. Pourquoi avons-nous des états financiers? Les états financiers, c'est un outil essentiel qui nous permet de mieux comprendre les organisations. Ils sont nécessaires pour faire des décisions éclairées au sujet de ce que l'organisme peut se permettre de faire financièrement. Et ils nous permettent également de mieux comprendre comment l'organisme fonctionne. C'est un outil de communication qui soit utilisé à l'interne, entre les membres du personnel, avec le conseil d'administration, comprendre la situation financière dans l'organisme c'est un outil qui est très utile pour l'organisme. C'est un outil qui est objectif, qui est mesurable, qui peut être comparé d'une année à l'autre. On peut comparer les états financiers de différents types d'organisations ou de différentes organisations de la même catégorie, par exemple, comme les conseils de coopération locaux. Si vous avez du mal à m'entendre, avisez-moi, s'il vous plaît, Nico. N'hésite pas à me le dire à tout moment. Je sais que je ne parle pas très fort, donc j'augmenterai mon volume. Les états financiers sont un indicateur de la santé organisationnelle d'un organisme, surtout sur le plan financier, mais on peut parfois déceler d'autres renseignements. On peut également avoir une idée des risques et de l'intégrité financière d'un organisme. Prochaine diapo. Les organismes sans but lucratif ont de nombreuses parties prenantes qui ont toutes des intérêts dans l'organisme. Ils sont tous intéressés par la protection de l'actif, des actifs qui ont été confiés à l'organisme, et ils sont également intéressés par l'usage efficace des ressources pour l'avancement de la mission. Certaines parties prenantes ont des intérêts encore plus précis et les bailleurs de fonds veulent être certaines que les subventions sont utilisées conformément à l'entente de financement, par exemple. Les raisons pour lesquelles les subventions ont été approuvées. Les donateurs-donatrices veulent des garanties que leurs dons sont utilisés aux fins prévues. Les membres, par exemple, les membres du conseil, veulent savoir que les frais qu'ils contribuent sont utilisés aux fins prévues.
mais ils sont également intéressés de savoir comment l'organisme fonctionne. Est-ce que j'en ai pour mon argent avec les frais que je paye? Évidemment, l'Agence du revenu du Canada, évidemment, demande à tous les organismes sans but lucratif de soumettre des états financiers annuels, en fait, tout un dossier qui comporte les états financiers. Donc, c'est une exigence de l'Agence du revenu du Canada, l'ARC. En quoi consistent les états financiers? Les principales composantes, si on regarde ceux qui sont vérifiés par le rapport du vérificateur va comporter, par exemple, l'opinion du vérificateur. S'ils n'ont pas été vérifiés, ils auraient peut-être... Donc, ils peuvent être vérifiés ou non vérifiés. On a ensuite 4 états. L'état de la situation financière, qu'on appelle parfois le bilan financier, l'état des résultats, qu'on appelait avant l'état des revenus, l'état de l'évolution de l'actif net, l'état des flux de trésorerie et les notes afférentes aux états financiers qui sont très importantes. Ce sont des notes qui fournissent des renseignements ou des explications relatives aux politiques de comptabilité, les politiques relatives à l'inventaire, au calendrier. Donc, ce sont les principales composantes qu'on s'attend à retrouver dans des états financiers. Quand des bailleurs de fonds demandent des états financiers, ce sont les 4 éléments, les éléments que les bailleurs de fonds s'attendent à voir. Il y a une différence entre des états financiers qui ont été vérifiés et non vérifiés. Pour les petits et moyens organismes, désolée, je ne connais pas encore tout le jargon, les PMO, parfois, choisissent de ne pas faire vérifier leurs états financiers parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Souvent, les organismes qui ont un chiffre d'affaires de moins de 100 000 un revenu de moins de 100 000 choisissent de ne pas faire vérifier les états financiers. Ils demandent parfois à un comptable ou une comptable agréée de faire un examen financier, donc de ne pas donner une opinion, mais simplement de réviser le matériel pour s'assurer que tout est conforme. J'ai quelques exemples. Si on a le temps de les regarder, on pourra le faire par après. C'est vraiment un aperçu rapide de ce qu'on s'attend à retrouver dans les états financiers. Prochaine diapo, s'il vous plaît. L'état de la situation financière, le bilan financier, c'est un aperçu d'un moment dans le temps. On parle vraiment d'une espèce d'aperçu photographique à la fin de l'année, à la fin du mois. Donc, à ce moment-ci, dans l'exemple, c'est le 31 décembre. Donc, le 31 décembre, que possédons-nous et que devons-nous et la différence. Quelle est la différence dans ce que nous possédons, ce que nous devons? Et bon, les comptables aiment les formules. Donc, dans les états financiers, il y a un certain nombre de formules. En comptabilité, tout doit avoir un solde avec les actifs d'un côté et les passifs de l'autre côté, et tout doit s'équilibrer. Je devrais expliquer ce qu'est un actif. Les actifs sont les choses qui sont possédées par les organismes. Quelques exemples, par exemple, des liquidités, des placements, l'immobilier, des meubles, du matériel, des véhicules, des fournitures, des choses qui sont dues à l'organisme sont payables. Si on vous doit des remboursements de dépenses, par exemple, s'il y a des choses que vous avez déjà payées mais que vous n'avez pas encore reçues. Les passifs sont les montants qui sont dus par les PMO à d'autres. Donc, tout ce qui est les comptes payables, les salaires payables, si vous devez des retours d'argent au gouvernement, si vous avez reçu de l'argent d'Affaires mondiales Canada, mais vous ne l'avez pas encore dépensé, vous devez rembourser une partie. Donc,
ce sont des passifs. Et ensuite, tout prêt qui peut être contracté par un PMO. Et les actifs nets, c'est la différence entre ce que possède l'organisme et ce que l'organisme doit. C'est le solde, c'est l'argent qui est disponible, que l'organisme peut utiliser à l'avenir pour continuer à être en activité et atteindre ses objectifs, concrétiser sa mission. Passons à la prochaine diapo, s'il vous plaît. On a ici un exemple d'un PMO que j'ai trouvé sur l'Internet et qui est membre des conseils. On a une copie quelque part si ça vous intéresse. C'est le bilan financier, le 31 mars 2017. Et vous pouvez voir qu'il y a d'abord une liste des actifs, la trésorerie, les équivalents de trésorerie, les comptes débiteurs, taxes sur produits et services à recevoir, les total actifs courants. Donc, le 2017, cet organisme avait 30 000 $ en actifs et en 2016, ils avaient 41 000 $. Donc, d'une année à l'autre, ça peut changer. Ça peut être très utile de comparer l'évolution des chiffres et voir qu'est-ce qui a changé d'une année à l'autre. Donc, de 2016 à 2017, il y a une diminution de l'actif. Et si on regarde dans le reste du bilan, on voit le passif. Donc, les comptes payables, les salaires payables, les subventions non attendues, souvent des subventions refusées. On a 13 000 de passifs versus 24 000 de passifs en 2016. Donc, c'est la plus grande différence. Et la différence entre l'actif net et la différence entre l'actif et le passif. Donc, ce que je veux souligner ici, c'est que de 2017 à 2016, il y a une différence de 90 $ et c'est le revenu, ce qui passe de la déclaration de revenus. On va revenir à la diapo précédente. Thank you. So at the bottom there, we've, oh, sorry, I can just hear the French translation right now. I'll just turn that off. All right, so we've got the formula for the income statement. On a la formule ici pour la déclaration de revenus qui nous permet de regarder toutes les activités qui ont lieu au cours d'une période de temps, pendant le mois, pendant l'année fiscale, et ça indique quelle est la période de temps. Donc, dans cet exemple, on a l'année qui prend fin le 31 décembre, donc l'année calendrier. Et la formule ici c'est le revenu moins les dépenses et ça nous donne le revenu net. Donc, on va procéder à la prochaine diapo, la diapo suivante, s'il vous plaît. L'état des résultats. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est les revenus moins les dépenses. C'est vraiment la partie la plus importante. C'est ce qui nous dit ce qui s'est produit pendant l'année. Quels revenus avons-nous eu? Quelles sont les subventions? Les revenus de placement? Le total de nos revenus. Et ensuite, on déduit nos dépenses, les dépenses, le loyer, l'immobilier, les fournitures, les salaires, le matériel, etc. Généralement, on les regroupe par catégorie. Donc, si on a des dépenses de campagne de financement, ça va être dans une partie. Si on a des dépenses administratives, ce sera dans une autre partie de l'état des résultats. Et ce qui est nécessaire pour les états financiers, c'est cette liste. Donc, vous devez faire la liste de vos dépenses opérationnelles. Et en général, les états des résultats sont très utiles. Ils permettent de comparer les d'une année à l'autre et on peut voir les changements qui se sont produits dans la réalité et leurs impacts sur la situation financière.
On va passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît. On a un autre exemple ici d'état financier. Celui-ci a l'état des résultats et ensuite l'état de la situation financière en bas. C'est pour une organisation un petit peu plus grande. Vous pouvez voir que leurs revenus, il y a les listes de subventions pour les projets en 2018, 2019, 2017, 2018. Donc, on a un certain montant. Donc, 744 000 en comparaison à 459 000 $. Donc, on voit l'évolution d'une année à l'autre. Leur autre source de revenus, les dons, autres sources de revenus. Et ensuite, dans ce cas, on doit faire état de tout gain sur la vente d'actifs. Donc, à mon avis, ils ont probablement vendu quelque chose d'assez important. J'aurais tendance à dire que c'est un édifice. Donc, les revenus dépassent 2 millions en comparaison à l'année précédente de 1 680 000. Donc, ils reconnaissent les gains sur la vente d'actifs et c'est probablement en compte en liquidité. Les dépenses sont regroupées par projet de développement. On peut facilement voir l'argent des subventions. Ensuite, campagne de financement, communication, éducation, développement, 375 000 $ de dépenses, et que c'est une diminution, en fait, de l'année précédente. Et ensuite, on a les dépenses administratives, 218 000 $ en 2018-2019. Le total des dépenses est de 1,8 million de dollars. Et donc, dans cette année, il y a un excédent des revenus sur les dépenses de 621 000 $. Je sais, c'est énorme, ce sont des gros chiffres, mais attendez un instant. C'est probablement plus intéressant pour moi que ça l'est pour vous. Mais ce que j'aimerais souligner ici, c'est que pour les organismes sans but lucratif, on s'intéresse souvent à l'excédent de revenus. Vous pouvez voir qu'à l'année précédente, il y a en fait un déficit des dépenses, des revenus sur les dépenses. Ils ont perdu 117 000 $. Parfois, les organismes sont intentionnels. Souvent, les organismes ont l'intention de contrôler l'équilibre final, le solde final, pour s'assurer d'être durable, efficace dans l'attribution des ressources et l'usage de cet outil. On peut mesurer notre progrès, on peut mesurer à quel point on se porte bien. Certains organismes disent qu'ils veulent utiliser certaines des ressources qui sont dans leur bilan financier et souhaitent avoir un déficit une année pour pouvoir utiliser une partie de l'argent qui se trouve en bas du bilan financier. Bon, je pense que je ne l'explique pas très bien, mais il y a un lien qui peut être fait entre les deux états financiers. Et donc, cet argent est rapporté d'une année à l'autre. On ne le voit pas très bien sur cette diapo, mais il y a une ligne tout en bas que les actifs actuels sont beaucoup plus importants que l'année précédente. On a 1 million de dollars de plus en liquidité. Je crois que ça provient de la vente d'un édifice, ou en tout cas de ce qui a été vendu pour 682 000 $. Donc, ils ont beaucoup de liquidité en 2018, le 31 mars 2019, pardon. Et leur immobilisation actifs incorporels ont diminué de façon considérable. Donc, il y a un gain sur la vente d'un actif. Disons que c'est un édifice, mais ce gain a été reconnu. Il est reconnu dans l'état des résultats. C'est retiré de la partie sur les actifs et on le retrouve dans l'actif net. L'actif net a augmenté de 682 000 $. 621 000 $. Donc, ça, c'est l'excédent des revenus sur les dépenses. Donc, je pointe mon écran, mais bon, évidemment, vous ne pouvez pas le voir. Mais ce 621 000 $ va directement dans la ligne en bas.
c'est ce qui permet ce chiffre-là d'augmenter ou de baisser drastiquement. Et voici comment les deux états sont reliés. Ce sont les deux états financiers clés qui racontent la partie la plus importante de l'histoire et les autres états financiers, le flux de trésorerie, des actifs sont importants, mais ce n'est peut-être pas nécessaire de passer autant de temps dessus. Il raconte peut-être mieux l'histoire de la santé et de l'organisation, du flux de trésorerie, la situation financière de l'organisme. On va passer à la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, si on pense au cadre de travail d'MCIC et de FIT, certains des enjeux qu'on a observés avec les personnes qui font des soumissions, qui proposent des projets à notre programme, c'est que nos exigences, c'est que vous devez soumettre des états financiers qui doivent être signés. Ils doivent couvrir la période précédente. Donc, certaines des choses qui disqualifient automatiquement les organismes, c'est si on ne reçoit pas des états financiers vérifiés. Ils n'ont pas besoin d'être vérifiés, mais ils doivent être signés par la trésorerie de votre conseil ou l'agent financier supérieur de votre organisme. Et on préfère les états financiers qui sont vérifiés, mais c'est possible de nous remettre des états financiers qui sont signés par un membre, par le trésorier, la trésorière du conseil d'administration. Certains autres problèmes qu'on a constatés, c'est que les gens ne savent pas quoi inclure. Ils ne savent pas ce que sont les états financiers. Donc, ils joignent les déclarations bancaires, les déclarations de revenus, mais bon, l'information essentielle n'est pas fournie. Ou ils nous présentent des états financiers qui sont synthétisés ou il manque des renseignements essentiels. On a également, parfois les gens ne nous fournissent que le bilan financier et en fait, on a besoin également de l'état des résultats. En général, on a besoin de tous les éléments, mais on a besoin au moins du bilan financier et de l'état des résultats. Ils sont absolument nécessaires. Les déclarations bancaires ne sont pas suffisantes. Les budgets de projets, parfois, nous sont soumis sans les états financiers de l'organisme dans son ensemble et ça ne nous permet pas de juger si l'organisme est financièrement assez solide, si l'organisme a l'expérience et l'expertise nécessaires pour mener à terme le projet. Donc, c'est absolument essentiel de fournir les états financiers de tout l'organisme et non seulement le budget du projet. Dans certains cas, je sais que FIT parfois nous demande les états financiers qui ne couvrent qu'une seule année. D'autres établissements vont demander 2 années consécutives d'états financiers. Donc, ma recommandation, ce serait de fournir les deux. D'habitude, avec les états financiers vérifiés, les 2 années consécutives sont toujours présentées de façon conjointe. L'autre problème qu'on observe parfois, c'est qu'on nous envoie des états financiers, mais ce ne sont pas les états financiers les plus récents. Donc, pour en revenir au premier exemple de 2017, les états financiers de 2017 ne fonctionneraient pas. On a besoin des états financiers de 2018-2019. Donc, ça vous donne une idée globale de ce que sont les états financiers. Certains des enjeux qu'on constate, certaines questions qui sont soumises par rapport aux états financiers avec le programme FIT. Et maintenant, je peux répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup, Lynn, d'avoir communiqué ton expertise. J'apprécie particulièrement d'avoir pu voir des exemples, des modèles. Je pense que c'est très pratique. Ça nous permet de mieux comprendre comment lire, comment analyser les différents composants des états financiers. Donc, merci d'avoir fait la recherche et de nous les avoir présentés.
On va maintenant passer à la période de questions. Je vous inviterai à écrire votre question dans la boîte de conversation, dans le chat ou à lever votre main. Et ensuite, je vous demanderai d'enlever la sourdine sur votre micro et de poser votre question en anglais ou en français. Donc, vous avez juste à l'écrire dans la boîte de conversation ou à lever votre main pour qu'on puisse vous donner la parole. Donc, je vois qu'il y a déjà une question dans le chat. So, there was already one question in the chat by Giulio. C'est une question de Giulio Brunelli. La question, c'est est-ce que le nom d'un organisme, donc la marque, est considérée comme un actif? C'est une très bonne question. Il y a toute une partie sur les actifs incorporels dont je n'ai pas encore parlé. D'habitude, on ne peut pas quantifier la valeur de votre marque, donc ce n'est pas possible d'y ajouter une valeur dans les états financiers. Par contre, il y a, si vous vendez votre entreprise et que la valeur de l'entreprise dépasse la valeur de l'actif, c'est possible de le partager. C'est là qu'on pourrait voir la valeur de la marque, mais non. Sinon, la marque ne peut pas être quantifiée. C'est immatériel, incorporel. On a une autre question de Bruce. Est-ce qu'il y a un autre type d'état qui s'appelle note au lecteur, lectrice? Non, c'est vraiment les notes afférentes aux états financiers. Donc, les notes qu'on trouve annexées à la fin des états financiers, elles sont très utiles. Souvent, elles expliquent quelles sont les politiques de comptabilité en place, comment... par exemple, quand il y a des questions d'amortissement, avec l'achat d'ordinateurs, par exemple, il y a des détails qui peuvent être fournis dans ces notes. Au bilan financier, souvent, on ne voit pas des actifs dans cette section, mais quand on lit les notes, on voit qu'il y a des actifs, que l'organisme a des actifs. Mais les actifs sont là depuis longtemps et puis ils ont perdu de la valeur au fil du temps. Donc, les 20 000 $ d'actifs valent 0 maintenant, par exemple. Donc, c'est des explications des détails qu'on peut avoir dans les notes afférentes. La prochaine question de Christina. Si vous n'avez pas de comptable au sein de votre organisme, auriez-vous des conseils par rapport à la création d'états financiers? Est-ce qu'il y a des bons logiciels, par exemple, qui peuvent nous aider à le faire? C'est une très bonne question. De nombreux organismes utilisent QuickBooks, par exemple. C'est assez convivial. Il y a une version en ligne qui crée automatiquement des états financiers. Des états financiers généraux, vous pouvez facilement les modifier. La version en ligne est en fait facile à utiliser, facile d'usage pour les personnes qui ne sont pas comptables. Donc, il y a certains éléments qui ne sont appliqués. Donc, une personne comme moi qui est comptable peut être frustrée en les utilisant, mais une personne qui n'est pas comptable va trouver que c'est beaucoup plus facile d'utiliser ces programmes-là. Je les recommande fortement. QuickBooks, par exemple. Il y a quelques autres logiciels qui sont peut-être un peu moins chers, mais QuickBooks n'est pas tellement dispendieux. C'est un outil qui est vraiment très, très utile. Certaines autres ressources que je vous recommande de regarder, il y a une ressource par CPA Canada, Comptable Agréé Canada. Ils ont une section sur leur site web sur les états financiers, quelles questions se poser. Si vous êtes membre du conseil d'administration, quelles questions devez-vous poser au sujet des finances? Quels sont les contrôles financiers? Pourquoi est-ce qu'on doit les mettre en œuvre? Au Manitoba, il y a un autre organisme. Je suis certaine qu'il y en a des similaires partout au Canada. Cette organisation s'appelle Volunteer Manitoba. Ils organisent des webinaires et ils ont toutes sortes de ressources au sujet des questions financières pour le secteur sans but lucratif. Merci de partager ces super ressources. Une question de Lia.
Est-ce que vous pourriez répéter quels sont les états financiers dont FIT a besoin, les états des résultats, le bilan financier, l'état de la situation financière, état des revenus, l'état des revenus, le bilan financier, et ils doivent être signés. Donc, ce sont les exigences de base. On les appelle parfois aussi l'état des résultats, l'état de l'actif net ou l'état de trésorerie, de liquidité n'est pas nécessaire. Mais les deux autres, oui, sont absolument nécessaires. Ils doivent être signés. Très bien. Prochaine question de Aditya Rayala. Merci pour la super présentation. Est-ce que le revenu net de l'État sur le revenu est toujours reflété dans l'actif net, dans le bilan financier? Est-ce que c'est toujours de cette façon que les deux états financiers sont interreliés? C'est le point essentiel. Je ne l'ai peut-être pas clairement expliqué, mais c'est vraiment ce dont vous devez vous souvenir. Ce qui relie les revenus ou les pertes sont transférées à l'actif net. C'est de cette façon que les deux sont connectés. Merci. Donc, la prochaine question en français. Juste laisser le temps à l'interprète de changer de canal. Donc, une question de Julie Rogière. Y a-t-il de bonnes pratiques pour la comptabilisation de la contribution bénévole dans certaines circonstances? I'm not quite sure what the question is asking. Is it? Je ne suis pas certaine de bien comprendre. Est-ce qu'on parle de la valeur du travail bénévole ou est-ce que vous avez des bénévoles qui font le suivi des finances? Est-ce que vous invitez à enlever votre sourdine et à poser votre question en français à haute voix? OK, merci. En fait, c'est des bénévoles qui travaillent, qui donnent de leur temps dans certains domaines pour donner par exemple de la formation en Afrique. Et donc, on comptabilise un certain nombre un certain montant pour les heures travaillées. Donc, on comptabilise d'un côté en revenus et puis de l'autre côté en dépenses. Je me demandais si c'était fait correctement. Si vous voyiez ça souvent dans les états financiers. Yes and no. Oui et non. C'est très important d'accorder une valeur à vos contributions en nature. Le temps contribué bénévolement, oui, doit apparaître dans la section des revenus et dans celle des dépenses. Est-ce qu'on les voit dans les états financiers vérifiés? Probablement pas. On les voit apparaître dans les états financiers non vérifiés. Souvent sous forme de notes dans les états financiers qui dit, parce que c'est impossible de quantifier, de qualifier le temps bénévole. On reconnaît qu'on a des milliers de bénévoles qui ont contribué 5000 heures de travail. Voici la valeur de ces 5000 heures de valeur. Donc, souvent, on ne le voit pas dans les états financiers vérifiés, mais on le voit dans les états financiers internes ou dans des demandes de financement. Oui, c'est important de quantifier cette contribution en temps bénévole parce que c'est aidant et ça ajoute de la valeur au projet, certainement. C'est définitivement pertinent, mais ce n'est pas nécessairement inclus dans les états financiers vérifiés. Merci. La prochaine question de David de My Oral Village. Si vous voulez donner un aperçu de la situation de votre organisme à la fin de l'année aux gens qui connaissent mal, qui ne sont pas habitués à déchiffrer les états financiers, est-ce qu'il y a un tableau de résumé standard à utiliser? Sinon, quels sont les 3 à 5 items qu'on devrait inclure? Oui, je recommanderais ce que j'ai inclus dans ma présentation, dans mes diapositives.
Ce sont des éléments, des items qui nous permettent clairement, rapidement d'indiquer la situation financière de l'organisme. Donc, oui, pour la situation à la fin de l'année, du côté des revenus, quel type de revenus? Des dons, subventions? Quel type de subventions? Est-ce que c'est des frais et dans les dépenses, on le quantifie en fonction du type de dépenses? Est-ce que ce sont des dépenses reliées à un projet, des dépenses reliées aux campagnes de financement, des dépenses administratives? En général, ils sont organisés par catégorie. Mais oui, je regarderai les exemples que je vous ai donnés dans ma présentation, dans les diapos. Merci. La prochaine question est de David de World Accord. Je sais que parfois, vous écrivez la valeur de l'actif. Je me demande si vous les bonifiez en fonction des valeurs du marché sans devoir vendre votre actif. Par exemple, la propriété, dans l'exemple que vous avez donné, c'est une très bonne question, un peu plus complexe. Oui, les gains à l'actif, que vous les vendiez ou non, qu'ils prennent de la valeur, oui, en fonction de la valeur sur le marché. Ça peut être reconnu sur une base mensuelle ou non. Si vous êtes propriétaire d'actions, en général, ce sont des... On ne reconnaîtrait pas... D'habitude, c'est des titres, des valeurs mobilières. On reconnaîtrait... Donc, seulement les titres sur le marché peuvent être considérés ici, et non des propriétés, par exemple, qui sont sur le marché, mais qui ne sont pas vendues. Mais selon la valeur, oui, ça peut être inclus. Merci. La prochaine question nous est posée de Giulio Brunelli. Où trouve-t-on la variation entre les budgets et les états financiers? Où est-ce qu'on les mentionne dans les états financiers? C'est une très bonne question pour les états financiers internes, et je ne l'ai pas mentionné du tout. On a un budget pour chacune des sections et on compare les états financiers courants par rapport aux prévisions budgétaires pour pouvoir comparer comment notre année se déroule. Par contre, dans les états financiers vérifiés, on n'inclut pas le budget parce que le budget n'est plus pertinent à ce stade-ci. Vous payez les vérificateurs, vérificatrices pour examiner vos chiffres réels et non vos plans, vos projections, les projections qui ont été faites. Donc, la variation sur une base mensuelle est importante sur une base interne pour les utilisateurs, les utilisatrices, mais du point de vue des personnes qui vont recevoir vos états financiers, ce n'est pas nécessairement pertinent. Bon, encore une fois, ça dépend des bailleurs de fonds. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Merci. Une question suivie de David de My Oral Village. Il dit merci. Je ne sais pas, Lynn, si vous pouvez voir les questions dans la boîte de chat, de conversation. Il veut clarifier littéralement, il y a seulement 3 ou 5 items de données qui viennent des 3 différents images que vous avez partagées. Ça dépend vraiment de vos états financiers. Si c'est un résumé, Nico, est-ce que vous pourriez rapporter l'avant-dernière diapo? Peut-être l'autre d'après, s'il vous plaît. Le document PDF? Non. La dernière diapo, je crois. Bon, ça c'est le budget de MCIC, l'état financier de MCIC. Donc, je pense que c'est le premier tableau dans les diapos. Or you could just bring up the one with the water tower on it. That's fine. Nico, tu peux simplement montrer celui avec la tour d'eau. Je suis désolée pour ce petit problème technique. 3
5 items, ça fonctionne. Peut-être que je comprends mal votre question. 5 items de données. David, est-ce que je peux vous inviter à... Merci, David va poser sa question directement. Je parle d'un espèce de tableau synthèse. Ça, c'est trop compliqué. Si je voulais simplement, par exemple, avoir le revenu total, dépenses totales, est-ce qu'il y a un format vraiment résumé qui fait le résumé des différents types d'états financiers, les bilans financiers, l'état des résultats, la situation financière. Vraiment un tableau qui est vraiment très, très synthétisé. Je ne suis pas certaine de l'usage qu'on en ferait. Ce qu'on a devant nous, c'est pas mal la quantité minimale de renseignements que moi, je m'attends à voir dans les états financiers. Comme je l'ai dit plus tôt, un des problèmes qu'on a constaté par le passé, c'est que si les états financiers sont trop résumés, si on a seulement les lignes totales, les résultats totaux, ce n'est pas assez d'informations pour nous. On a besoin d'avoir davantage de renseignements pour faire une décision éclairée. D'où vient l'argent? Est-ce que l'argent vient de bailleurs de fonds? D'où vient de fonds de dotation? D'où vient l'argent? Donc, c'est vraiment plus utile. Est-ce que ma question concerne les personnes qui ont du mal à déchiffrer les états financiers. Donc, je ne parle pas de ce qu'on présente à des personnes comme vous-même ou moi-même. Je parle des gens qui ne sont pas habitués de déchiffrer des états financiers, qui n'ont pas à prendre des décisions, qui n'ont pas l'expertise nécessaire. De nombreuses organisations, dans leur rapport annuel, ont une espèce de tableau sous forme de tarte qui indique quelle portion est attribuée à quoi. Je suis désolée, je l'avais dans mon autre présentation, mais on n'a pas eu le temps de regarder. Donc oui, il y a différentes images ou façons de présenter les données qui peuvent servir à ces fins, qui sont très simples à comprendre et la plupart des gens les incluent dans leur rapport annuel. Thank you very much. Merci beaucoup.